Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et la pluie qui ne tomba que sur une tombe. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. La pluie a commencé après sa mort. Personne ne se souvenait que le ciel était nuageux cet après-midi-là, et pourtant, lorsque le vicaire trouva le colonel Lucius Arkwright affalé sur le cadran solaire de sa roseraie, les premières gouttes froides avaient déjà commencé à tomber. Pas un coup de tonnerre, pas un avertissement, juste une bruine lente et persistante, douce comme un souffle, qui embuait les vitres du manoir de High Sycamore et imprégnait les pétales des roses blanches primées du colonel. Il était assis bien droit, les mains jointes de façon anormale sur ses genoux, comme s'il s'était arrêté pour réfléchir sans jamais vraiment reprendre. La pluie coulait silencieusement sur sa tempe, perlant dans ses cheveux argentés, mais il ne bougeait pas. Le temps que quelqu'un réalise qu'il était mort, la pluie avait commencé à tomber sérieusement, trempant son par-dessus de laine, jusqu'à ce qu'il colle à lui comme un linceul. La gouvernante, Madame Shirley, hurla la première, puis la cuisinière, puis la pauvre Madame Arkwright elle-même, descendant les marches de pierre chaussées de pantoufles lavande. Mademoiselle Marple, assise près de l'âtre du presbytère avec sa broderie et une tasse de thé au citron, entendit le tintement strident de la cloche de l'église un bon quart d'heure plus tard. Un enfant avait été envoyé en courant, essoufflé et pâle, pour appeler à l'aide. Mais le récit du garçon n'avait guère de sens. Il avait dit quelque chose d'étrange, quelque chose à propos de la pluie, qu'elle n'avait commencé qu'après la mort du colonel, comme si le ciel lui-même avait retenu son souffle. Lorsque Miss Marple arrive à High Sycamore, escortée par Mary, la femme de chambre du vicaire, avec qui elle enquêtait discrètement sur une affaire de vol d'argenterie de communion, la scène commençait déjà à se remplir. La police de St. Mary Mead était arrivée, même si le sergent Biddle ne semblait absolument pas préparé à la formalité d'un décès au manoir. Miss Marple n'était pas du genre à s'inviter là où on ne la voulait pas, mais un signe de tête discret au vicaire et une remarque polie sur les roses la firent entrer sans protester. Le corps du colonel Arkwright n'avait pas encore été déplacé. Le spectacle était saisissant. Son visage, habituellement rougeaud et alerte, avait pris une expression à la fois rigide et étrangement tranquille. Une tasse de thé reposait au pied du cadran solaire. Personne n'avait osé la toucher. On disait que le colonel était sorti prendre l'air après son thé habituel de 3 heures. Il le prenait avec une part de gâteau nature et le Times. C'était, de l'avis général, une habitude si ancrée que le personnel pouvait régler ses horloges sur elle. Madame Shirley confirma qu'elle avait été apportée au salon à 3 heures moins le quart précise. Moins de 20 minutes plus tard, il était retrouvé mort dans le jardin. Il ne prenait jamais « Le thé dehors » dit Madame Arkwright d'une voix faible, ses doigts gantés tremblant sur le manche de son parapluie. Sauf s'il était perturbé. Miss Marple, toujours plus intéressée par ce que les gens oublièrent de dire que par ce qu'ils offraient librement, remarqua vivement ce détail. Elle jeta un coup d'œil au ciel couvert. La pluie était maintenant constante. Pas un orage, mais suffisamment pour mouiller le gravier et atténuer les couleurs des roses. Pourtant, il n'y avait pas de boue sur les chaussures du colonel. Elle émit un petit son de gorge. « Mon Dieu !» dit-elle, comme c'est étrange. Le sergent Biddle, soucieux de paraître autoritaire, notait les témoignages d'une main tremblante. Le médecin arriva promptement et fit un premier diagnostic. Probablement une insuffisance cardiaque. Mais mademoiselle Marple perçut une lueur d'espoir dans le ton de l'homme. Un doute, tacite. Et c'était toujours le début de véritables ennuis. Le docteur Harrison était prudent, certes, mais sans appréhension. S'il était incertain, c'était qu'il y avait une raison. Le colonel avait de nombreux ennemis, murmurait-on, mais aucun n'était aussi virulent que son cousin Tobias Arkwright, récemment rentré de Ceylan. Homme maussade, amateur de brandy et répugnant aux conversations superficielles, Tobias avait été aperçu en train de se disputer avec le colonel 2 jours plus tôt
dans la bibliothèque, où celui-ci conservait un tiroir verrouillé et un petit journal noir que personne d'autre n'avait le droit de toucher. La rumeur disait qu'il contenait les noms de ceux qu'il jugeait peu fiables. Une liste sur laquelle Tobias se trouvait peut-être. Miss Marple, qui avait un jour résolu une affaire entièrement basée sur la façon dont quelqu'un coupait son pain, observait Tobias de loin. Il se tenait à l'écart des autres, le col de son manteau relevé, regardant la pluie perler sur les lunettes du colonel, maintenant posées sur l'herbe, étrangement de travers. Il avait les mains enfoncées dans ses poches. Pas de chagrin, mais de calcul. Elle attendit que la maisonnée se soit un peu dispersée avant de se glisser aux côtés de Madame Chudley. « Pardonnez-moi, ma chère, » dit-elle de sa voix la plus douce. « Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans le thé d'aujourd'hui » Madame Chudley cligna des yeux. « Non, Miss Marple, je l'ai fait moi-même. Comme toujours. Darjeeling, feuilles en vrac, pot en argent. Il a plu dans le salon ? Oui, j'ai posé le plateau près de la fenêtre. Il n'a pas sonné, alors j'ai supposé qu'il l'avait pris. » Le regard de Miss Marple se porta de nouveau sur la tasse dans le jardin. Et est-ce qu'il prenait habituellement la tasse et la soucoupe lui-même ? Oh non, jamais. Puis quelqu'un le lui a apporté. Madame Chudley hésita. Miss Marple insista doucement. Qui était dans le salon après vous ? La gouvernante rougit. Eh bien, Madame Arkwright est entrée peu après. Elle a dit qu'elle voulait lui parler du catalogue de la vente. Puis la jeune Lydia est entrée pour chercher son carnet de croquis. Lydia Mornay, la filleule du colonel, une jeune fille pâle et élancée, aux yeux tristes, avec une tendance à dessiner des choses que personne d'autre ne remarquait, comme les fissures dans les tasses ratées et les motifs sur l'écorce. Miss Marple avait dit un jour qu'elle ferait une excellente détective si elle n'était pas aussi douce. Lydia adorait le colonel. Du moins, c'est ce qu'elle disait. La pluie continuait. Miss Marple fut attirée par le cadran solaire. Non pas le corps, elle avait déjà vu la mort, mais l'objet lui-même, l'ombre. Elle tombait selon un angle étrange. « Il devait être un quart », murmura-t-elle. Le sergent Biddle l'entendit. « Qu'est-ce que c'est, Miss Marple ?»« Le cadran solaire, » dit-elle. « Il indique l'heure approximative du décès, en supposant, bien sûr, qu'il soit mort là où il était assis. » Le sergent cligna des yeux. « Vous pensez que non ?»« Je trouve, » dit lentement Miss Marple, « qu'il est très étrange qu'un homme prenne son thé dehors, au beau milieu d'une journée sans vent et sans nuages, et qu'il commence à pleuvoir quelques instants seulement après sa mort. Pas vous ? » Il y eut un silence, puis un murmure de malaise. Le médecin confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Heure du décès, entre 15h15 et 15h30. Pourtant, le jardinier, un homme bourru nommé Ellis, qui vérifiait toujours les outils de compostage à cette heure-là, jura que le cadran solaire et le chemin de gravier environnant étaient secs comme des os à 15h20, ce qui signifiait que le colonel n'était mort que plus tard, ou qu'il n'était pas mort sur place. Miss Marple s'autorisa une tasse de thé avant de rentrer. Elle posa à la jeune Mary, la femme de chambre du vicaire, une question apparemment futile. Avait-elle remarqué quelque chose d'inhabituel en passant devant le manoir ? La jeune fille hésita, puis acquiesça. « Il y avait un foulard, dit-elle. Il était accroché à la fenêtre du salon. Un foulard blanc. Il n'était pas là tout à l'heure. J'ai pensé que quelqu'un l'avait peut-être laissé tomber par erreur. » Miss Marple plissa les yeux. « Est-ce qu'il voltait ? » ?»« Oui, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas de vent. » Un signal convenu peut-être, ou une erreur. Quoi qu'il en soit, cela ne collait pas. Ni le fait que Tobias avait de la boue sur ses chaussures, alors que le gravier n'avait commencé à s'humidifier qu'à 4 heures. Ni l'étrange façon dont Madame Arkwright touchait ses perles chaque fois que Lydia s'approchait, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose, ou de l'oublier. Avant de partir, Miss Marple demanda à voir la tasse de thé. Elle était froide, bien sûr. Le liquide restant à l'intérieur dégageait une légère odeur métallique. Elle plongea discrètement une aiguille à coudre dans le fond, la glissa dans un morceau de papier de son sac à main et sourit gentiment au sergent Biddle. « C'est juste un de mes petits passe-temps, dit-elle. J'aime beaucoup m'essayer à la chimie domestique. » L'indice apparut plus tard dans la soirée, lorsque Lydia, incapable de dormir, apporta à Miss Marple un objet étrange, son carnet de croquis. L'une des pages représentait le cadran solaire, mais avec un ajout étrange.
Une forme derrière, une silhouette. Miss Marple le fixa longuement. Est-ce que c'est... Je l'ai dessiné de mémoire, dit Lydia. Je crois que quelqu'un se tenait derrière lui, mais je ne me souviens plus de qui. Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur la page. Impossible de s'y tromper. La silhouette portait un long manteau, un bouton d'effet, et dans sa main, dessinée avec une précision délicate au graphite, une écharpe. Une écharpe blanche flottant au coin. Miss Marple ferma lentement le livre. La pluie claquait aux fenêtres. Un chien aboyait quelque part au loin. Elle leva les yeux. « Dis-moi, mon cher, dit-elle doucement, te souviens-tu si le colonel portait des gants ?» Lydia secoua la tête. « Non, mais... » « Mais quoi ?»« Il y avait quelque chose sous ses ongles, » murmura-t-elle. « On aurait dit de la cire, comme celle qu'on utilise pour sceller les enveloppes. » Miss Marple se leva de sa chaise. Son expression était toujours douce, mais sa voix était plus froide, précise, comme de la dentelle taillée sur du verre. « Alors, ma chère, je crains que quelqu'un n'ait ouvert une lettre qu'il n'était pas censé envoyer. » Le silence retomba, dans la pièce. Dehors, la pluie s'était arrêtée, brusquement, comme si elle avait été coupée en pleine goutte. Miss Marple se tourna vers la fenêtre et murmura « La pluie a commencé après sa mort, mais c'est ce qui s'est passé juste avant que nous devons découvrir. Et le matin, elle le ferait. » Chapitre 2. La lettre arrivée sans encre. Le courrier arriva plus tard que d'habitude le lendemain de la mort subite du colonel Arkwright, retardé par la bruine incessante qui avait transformé les ruelles du village en un voile de boue luisant. Le facteur de Sainte. Mary Mead, un homme nerveux aux joues brûlées par le vent, nommé Monsieur Duddle, frappa à la porte de Miss Marple avec un haussement d'épaule d'excuses, une liasse d'enveloppes humides enveloppées dans du ciré. Parmi elles se trouvait une enveloppe crème pâle, cachetée mais sans adresse, et sans un seul mot écrit à sa surface, ni encre, ni signature, rien que le filigrane caractéristique d'Arkwright House. Miss Marple la retourna une fois, puis une autre. Elle ne dit rien, mais la plaça délicatement sous sa soucoupe, en se versant une seconde tasse de thé, le regard pensif et immobile. Cette enveloppe, blanche comme un champ de neige, allait plus tard être l'objet d'heures de discussion, de suspicion et de peur. Mais dans ce moment de silence, sous la pluie battant doucement contre ses fenêtres et le feu qui couvait doucement, Miss Marple resta assise à contempler. Non pas la lettre, mais la tache pâle à peine visible dans un coin. De la cire. De la cire à cacheter vert pâle, à peine visible à moins de regarder. À 10h15 précises, elle enfila ses bottes et son imperméable et traversa les ruelles glissantes jusqu'au manoir de High Sycamore. La maison était désormais silencieuse, ce silence qui se resserre après un décès, où même les pas semblent trop bruyants. La maison sentait le marbre humide et l'encaustique, et dans le hall d'entrée, Lydia Mornay était assise sous la grande horloge de parquet, serrant contre elle un livre qu'elle ne lisait pas. Miss Marple marqua une pause, remarquant les légers bleus sous les yeux de la jeune fille. « Il y a quelque chose dont tu te souviens », dit doucement Miss Marple, sans poser de questions. Les doigts de Lydia se resserrèrent autour du dos du livre. « Il a écrit quelque chose », dit-elle après un long moment. « Le colonel, la veille de sa mort. Je l'ai vu. Il était à la bibliothèque avec une petite feuille de papier et le cachet de cire vert. Il avait l'air effrayé. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son esprit s'agita. « L'a-t-il scellé ?»« Oui, je crois. Il l'a mis dans un livre. Puis Tobias est entré. Et que s'est-il passé ensuite? Je suis parti. Il se disputait encore. Je ne voulais pas entendre. La lettre, cachetée mais jamais envoyée. Miss Marple s'excusa et demanda à parler à Madame Arkwright, qui se trouvait dans le salon en train de préparer des fleurs funéraires, des lits blancs, déjà flétris, par l'humidité. La veuve paraissait aussi délicate que les fleurs qu'elle arrangeait, le visage tiré, les lèvres pincées en un sillon qui aurait pu être magnifique autrefois. Elle accueillit Miss Marple avec une politesse lasse, même si son regard se posait de temps à autre sur la haute baie vitrée, où les gouttes de pluie dessinaient de lents traits luisants. « Je ne prétends pas que Lucius et moi étions proches, » dit-elle finalement, ses doigts coupant une tige de lys brune. « Ce n'était pas un homme facile à aimer, mais il était précis.
Il n'aurait jamais pris le thé dans le jardin à moins d'être profondément perturbé. Miss Marple ne quitta pas son visage des yeux. Savez-vous ce que cela aurait pu être? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il s'inquiétait de quelque chose. Il n'arrêtait pas de me demander si les papiers étaient arrivés. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il m'a fait signe de ne pas venir. Il m'a dit que je comprendrais bien assez tôt. Elle se tourna pour regarder par la fenêtre, d'une voix plus basse. C'est comme ça qu'il l'a dit. Comme si il savait que quelque chose de terrible allait arriver. En sortant, Miss Marple fit un tour dans le salon et, s'arrêtant discrètement, sortit une petite enveloppe dessous un presse-papier en cristal posé sur le secrétaire. Elle était adressée à Tobias Arkwright, de l'écriture reconnaissable entre mille du colonel Arkwright, des traits fins et disciplinés, du genre de ceux qui avaient autrefois rédigé des ordres formels à l'encre. Mais cette lettre, elle aussi, présentait une particularité curieuse. L'encre avait coulé, non pas à cause de l'eau de pluie, mais à cause d'une sorte de tache chimique. Le papier dégageait une légère odeur âcre, comme de l'alcool à brûler. Miss Marple l'a remis en place, les sourcils délicatement froncés. En quittant le manoir, elle croisa Tobias qui entrait à grands pas, son manteau jeté sur une épaule, la boue éclaboussant ses bottes. Son regard croisa le sien et se plissa. « Vous fouinez déjà, Miss Marple. » Elle sourit avec une parfaite innocence. « J'essaie simplement d'apaiser le chagrin d'une amie. Mais je dois avouer que je suis toujours curieuse quand des lettres arrivent sans un mot. » Il se raidit. « De quoi parles-tu ?»« Oh, rien. Juste qu'une curieuse enveloppe m'est parvenue ce matin. Sans adresse, sans encre. Mais la cire portait les armoiries de la famille de votre cousin. » Les lèvres de Tobias tressaillirent légèrement. On dirait une erreur. C'est possible, ou peut-être pas. Il serait vraiment étrange que le colonel Arkwright cachette des lettres à l'avance, mais oublie d'y écrire. Elle le laissa froncer les sourcils en voyant sa silhouette s'éloigner. De retour à son cottage, Miss Marple déposa la lettre sans encre sur la cheminée et attendit. Elle croyait à l'importance de laisser les indices parler à leur rythme, et fidèle à elle-même, ils le firent. Ce soir-là, tandis qu'elle tenait l'enveloppe près du feu, de faibles ombres commencèrent à se lever. Invisibles d'abord, puis formant peu à peu des formes floues, presque spectrales. Des lettres, non pas à l'encre, mais écrites avec quelque chose de thermosensible. Elle prit sa vieille lampe d'école et inclina doucement la page. Un mot est apparu en premier, rétribution, puis un autre. Si Tobias lit ceci, il est déjà trop tard. Le reste du message était incomplet, une partie ayant été effacée par des bavures, mais Miss Marple en avait lu suffisamment pour comprendre qu'il s'agissait d'une confession de dernière minute, ou d'un avertissement. Le colonel avait découvert quelque chose d'accablant, et il avait craint pour sa vie. Elle a éteint le feu immédiatement. C'est à 7 heures précises, peu avant minuit, que la jeune Lydia réapparut, la pluie plaquée sur ses joues. Ses mains tremblaient. « Miss Marple, » murmura-t-elle, « je me suis souvenu d'autre chose. » Miss Marple la fit entrer, lui offrit du thé et attendit. « J'ai vu Madame Arkwright près du feu la veille au soir, » dit Lydia. « Elle brûlait quelque chose. Je pensais que c'était juste des papiers. Elle a dit que c'était de vieux billets. Mais il y avait de la cire, verte, la même que celle utilisée par le colonel. » Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur la tasse de thé. « En êtes-vous sûr ?»« Oui, j'ai vu le fragment de seau avant qu'il ne se réduise en cendres. » Miss Marple lui prit doucement la main. « Vous êtes très courageuse, ma chère, et je crois que vous venez de sauver la vie de quelqu'un. » Dehors, la pluie s'abattait à nouveau, martelant le verre comme des doigts désespérés de pouvoir entrer. Le lendemain matin, la gouvernante Chodley se présenta au presbytère. Elle tenait un livre de velours, celui conservé dans le tiroir fermé à clé de la bibliothèque. Elle l'avait trouvé, dit-elle, glissé à la hâte dans un panier de bûches de cheminée. Quelqu'un avait tenté de le détruire, mais sans succès. Plusieurs pages avaient été déchirées, mais une seule subsistait. Une liste, des noms. Tobias, Lydia, Madame Arkwright, et à côté, des dates et des symboles. Certains cochés, d'autres barrés. Miss Marple étudia attentivement la liste. Un nom, le sien, figuré en bas, non coché. « Vous voyez, dit-elle doucement,
Il savait que quelqu'un finirait le travail s'il ne survivait pas assez longtemps pour le faire lui-même. Ce soir-là, le sergent Biddle revint, de Londres avec des nouvelles. Le produit chimique trouvé dans la tasse de thé du colonel était indétectable au goût. Il reproduisait presque parfaitement un incident cardiaque, mais seulement après avoir été chauffé. Quelqu'un l'avait su. Quelqu'un avait veillé à ce que le thé soit juste assez chaud. Miss Marple revint à la lettre sans encre. Sous le message, presque invisible, se trouvaient 3 derniers mots. Elle sait tout. Elle le retourna une fois de plus, et trouva, dans le coin, inférieur, une petite tache de cire blanche et non verte. Cire différente. Émetteur différent. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Il y avait une autre lettre, et quelqu'un d'autre l'avait écrit. Chapitre 3. L'alibi qui dormait dans la chambre. 4. La tempête qui hantait St. Mary Mead depuis 3 jours se leva enfin avec une violence telle que des branches jonchèrent les chemins et que les caniveaux se déversaient d'eau noire. Au crépuscule, le village semblait s'être vidé de ses larmes. Des feuilles ruisselantes, toit bombé, ciel encore maussade sous sa frange grise et détrempée. Miss Marple, assise à sa fenêtre, un châle sur les épaules, observait la lueur vacillante du gaz sur la verdure de l'auberge de la Perdrix verte. C'est là, comme elle le soupçonnait, que la prochaine faille dans le meurtre du colonel Arkwright allait commencer à se fissurer. Ce n'était pas une simple spéculation. Le colonel avait un jour évoqué la Perdrix verte, en passant, un endroit qu'il avait détesté pour sa vulgarité, mais qu'il tolérait parce que son cousin Tobias avait insisté pour y loger, plutôt que sous le toit familial. Tobias prétendait que c'était par souci d'indépendance, mais Miss Marple avait perçu un ton différent dans sa voix lorsqu'il avait prononcé ces mots. Quelque chose d'évasif. Cela seul avait suffi à éveiller son intérêt. Mais maintenant, avec le colonel assassiné, une lettre blanche d'avertissement de représailles et une page scellée de noms retrouvée dans un livre et son en a moitié brûlée, la chambre que Tobias avait occupée cette nuit-là, la chambre 4, avait pris une signification qu'aucun alibi ne pouvait dissimuler bien longtemps. À 8h30, sous la bruine et le brouillard, Miss Marple arriva au Green Partridge avec un panier de confitures et une commission inventée concernant la livraison manquante du vicaire. Elle trouva M. Kemp, l'aubergiste, en pantoufles, comptant nerveusement les recettes de la semaine. Homme aux lèvres pincées, amateur, de livres de compte et de suspicion, il la regarda en clignant des yeux à travers ses lunettes embuées. « J'ai juste besoin d'un instant, » dit-elle gentiment en posant le panier. « Vous savez comment était notre pasteur. Il égare toujours des choses. Mais tant que j'y suis, je me demandais si je pouvais jeter un œil à votre liste d'invités des derniers soirs. » Kemp se hérissa légèrement. « Des informations privées, bien sûr. »« Bien sûr, » acquiesça Miss Marple. « Mais voyez-vous, quelqu'un a dit que Tobias Arkwright était là toute la nuit le jour de la mort de son cousin. Et je déteste tellement les ragots qui restent sans réponse. » À ce nom, les épaules de Kemp s'affaissèrent légèrement. Il tira le livre vers elle et tapota une page. Chambre 4. Arrivé mardi matin. Départ mercredi après-midi. On lui a apporté son dîner et il n'a pas bougé. Miss Marple examina les notes soigneusement rédigées, puis sourit faiblement. Étrange, n'est-ce pas, que personne ne l'ait vu entre 2 et 6 heures? Kemp fronça les sourcils. Il était en chambre 4. J'ai vérifié. Bien sûr. Mais tu te souviens? Vision lui? Ou simplement voir que la porte de la chambre était fermée? Kemp hésita. Maintenant que tu le dis, je suppose que je ne l'ai pas vu. Mais il a commandé du thé à 3 heures. C'est la fille qui l'a apporté. Quelle fille? Marion, la nouvelle. Aussi silencieuse qu'un fantôme, celle-là. Les yeux bleus de Miss Marple se plissèrent légèrement. Puis-je lui parler? La jeune fille y fut convoquée, pas plus de 16 ans, timide, avec une tendance à tordre son tablier en spirales anxieuses. Elle confirma avoir apporté du thé en salle 4, cet après-midi-là. « Et M. Arkwright a-t-il ouvert la porte ?»« Non, madame. Elle était entr'ouverte. J'ai frappé et je suis entré. La lumière était faible. J'ai vu quelqu'un allongé dans le lit, les couvertures non relevées. Je pensais qu'il faisait la sieste. »« Est-ce qu'il t'a parlé ?»« Non, madame. J'ai juste laissé le plateau sur la table. » « Son visage était-il visible ?» La fille secoua la tête. « Tourné vers le mur. »
Miss Marple lui offrit un petit sourire gracieux. « Merci, Marianne. C'est vraiment très utile. » De retour dans le couloir, elle s'arrêta et toucha le mur juste à côté de l'encadrement de la porte de la chambre 4. Le papier peint présentait une légère éraflure, à peine perceptible, mais bien présente. Et sous la porte, un éclat de cire de bougie brillait sur le sol. Quelqu'un était entré dans la pièce avec une bougie. Pourquoi? Alors qu'il y avait des lampes en parfait état? Elle se tourna vers M. Kemp. Personne d'autre n'a utilisé la chambre 4 récemment, n'est-ce pas? Non, juste M. Arkwright. A-t-il demandé cette chambre spécifiquement? Kemp cligna des yeux. En fait, oui. Il a dit que c'était calme et que la chambre donnait sur l'arrière. Il ne voulait pas être dérangé. Miss Marple hocha lentement la tête, son esprit tissant des fils pour en faire un tissu. C'était trop délibéré, trop précis. Tobias Arkwright avait établi un alibi avec la précision d'une mise en scène. Tout était en place, chaque geste répété. Mais un alibi aussi parfait, comme une dentelle sans défaut, attirait l'attention. Surtout lorsqu'il n'impliquait aucun témoin. Seule une fille avait vu une silhouette endormie tournée vers le mur, sous des couvertures, sans voix, sans mouvement. Cela aurait pu être n'importe qui. Ou n'importe quoi. Elle quitta l'auberge et rentra chez elle. Lydia Mornay l'attendait dans le salon, un carnet de croquis sur les genoux, l'air d'une terreur silencieuse. Sans préambule, la jeune fille tendit à Miss Marple un coin de papier déchiré. « J'ai trouvé ça dans la poubelle de la bibliothèque, dit-elle. Je ne cherchais rien, vraiment, mais ça dépassait d'une enveloppe déchirée. » Miss Marple déplia la page. L'encre était floue, mais toujours lisible. Une ligne de la main du colonel Arkwright. Si la chambre 4 est vide, alors il a menti. Elle était datée du matin de la mort du colonel. Les lèvres de Miss Marple se crispèrent, formant un trait d'acier. Cela confirmait ce qu'elle commençait à soupçonner. Le colonel avait appris quelque chose. Peut-être par les ragots, il avait toujours été à l'écoute, ou peut-être en confrontant Tobias sans détour. Et la chambre 4 était devenue la clé de voûte de tout. Elle se tourna vers Lydia. « Ma chère, dis-moi franchement, le colonel faisait-il vraiment confiance à Tobias ?» Lydia hésita. Il ne faisait confiance à personne. Sauf à Tobias, il a dit un jour, en plaisantant, je crois, que Tobias avait le cœur d'un magicien de scène, tout en illusion et en miroir. Miss Marple sirota son thé. « Et qu'est-ce qu'un magicien exige de plus que tout ?»« Une distraction, murmura Lydia. Cette nuit-là, Miss Marple envoya un message au sergent Biddle, lui demandant de fouiller discrètement la chambre 4. C'était une démarche délicate. Pas de mandat, juste une suggestion. Mais Biddle, troublé et déjà dépassé, se laissa guider par son instinct. Les résultats sont arrivés le lendemain matin. Dans la cavité sous l'armoire, enveloppée dans une toile cirée, se trouvait une paire de bottes fraîchement cirées, mais avec une curieuse tache sur un orteil. Du sang, peut-être, et un manteau, celui de Tobias, avec un morceau de papier ciré froissé dans la poche. Il portait de légères traces vertes, de la même teinte que la cire à cacheter du colonel. Le sergent Biddle était perplexe. « Alors, il a finalement quitté la maison cet après-midi-là » La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. « Il l'a fait. » La silhouette de la chambre 4 était un leurre, probablement payée, peut-être contrainte. Quelqu'un pour se coucher dans son lit et jouer le rôle du silence. Tobias savait que le personnel de l'auberge ne remettrait pas en question une porte fermée et une tasse de thé. Mais le colonel l'a deviné. Ce mot déchiré le prouve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le colonel avait l'intention de dénoncer son cousin, et quelqu'un l'a arrêté avant qu'il ne puisse le faire. Ce soir-là, une silhouette fut aperçue se faufiler dans l'ombre près du jardin de High Sycamore. Lydia l'observait par la fenêtre, les yeux écarquillés. Miss Marple n'eut pas besoin de regarder. Elle savait de qui il s'agissait. Tobias Arkwright retourna fouiller le bureau du colonel. Chercher quelque chose qu'il avait manqué. Mais Miss Marple l'avait déjà en sa possession. Le coin du journal du colonel, récupéré des braises de la cheminée la semaine précédente, contenait une dernière ligne, faible mais lisible. Chambre 4. Je ne dors pas. Je surveille. Et elle l'était aussi. Chapitre 4. La tombe qui a coulé pendant la nuit. La cloche de l'église sonna 6 coups tandis que les villageois de Seine
Mary Mead marchait sous les nuages bas et les haies ruisselantes, tenue par la tradition de dire adieu au colonel Lucius Arkwright. Le sol était lourd sous le poids de 4 jours de pluie incessante, et le chemin menant au cimetière derrière Saint. Peter s'était transformé en argile molle sous des chaussures cirées. Miss Marple se tenait sous son parapluie, à l'arrière du cortège funèbre, observant la descente du cercueil dans la terre humide. Elle portait des gants noirs et affichait un air calme, mais derrière ses yeux bleu clair se cachait une pensée, tourmentée par l'insoluble, l'alibi vide de la chambre 4, la lettre cachetée arrivée vierge, l'étrange croquis dessiné par Lydia, d'un homme sans visage derrière le cadran solaire. Et maintenant, sous le bourdonnement sourd du vicaire, la terre semblait trop réticente à accueillir le colonel. Les fossoyeurs peinaient avec la terre gorgée d'eau, et une odeur aigre montait à chaque coup de bêche. La cérémonie s'acheva dans un vent frais et peu de paroles. La plupart des invités partirent en silence, leurs parapluies flottant comme des scarabées noirs sur le gravier. Mais Miss Marple s'attarda, discutant brièvement avec Lydia, plus pâle que jamais. Elle remarqua Tobias, raide comme un i, le visage indéchiffrable. Madame Arkwright, lourdement voilée, ne versa pas une seule larme. Le lendemain matin, Miss Marple reçut la visite urgente du jeune Tom Duddle, le fils du facteur, qui gagnait lui aussi de l'argent comme assistant jardinier. Il arriva essoufflé, les bottes enfoncées dans la terre, les mains tremblantes. « C'est la tombe, Miss Marple, » murmura-t-il. « Celle du colonel Arkwright. Elle a coulé, du jour au lendemain, comme si quelque chose l'avait entraînée sous terre. Elle attrapait déjà son châle avant qu'il ait fini. Le brouillard matinal était épais et humide, pesant sur le cimetière comme de la laine trempée de rosée. Arrivée à la tombe, Miss Marple s'arrêta net. Le trouble était indéniable. Le sol s'était effondré en une dépression ovale parfaite. Aucun signe de fouille animale. Aucune trace de pelle. Juste la sensation silencieuse et terrifiante que quelque chose avait bougé en dessous. Elle s'agenouilla près de la tombe et toucha légèrement la terre de sa main gantée. Encore humide, pas fraîchement creusée, mais pas non plus naturellement tassée. Tom regarda nerveusement autour de lui. Ce n'était pas comme ça hier soir. Je suis passé devant en rentrant. C'était plat à l'époque. Quelqu'un d'autre l'a vu? Je ne sais pas. Je ne l'ai dit à personne d'autre qu'à toi. La voix de Miss Marple resta douce. Vous avez très bien fait. Ses pensées s'emballaient. Qu'est-ce qui pouvait bien provoquer une telle chute? Un cercueil mal enterré? Peut-être. Mais il y avait là quelque chose d'intentionnel. Non pas un accident, mais un message. Ou pire, une récupération. Elle rendit visite à M. Bancroft, l'entrepreneur de pompes funèbres. Un homme méticuleux aux lunettes étincelantes, comme des boutons de verre, et qui avait l'habitude de polir le même coin de son gilet chaque fois qu'il mentait. Elle posa une question superficielle sur l'enterrement. Tout s'était-il déroulé comme prévu? Oui, bien sûr. Il se mit trop vite sur la défensive. Pressé de questions, il admit une petite complication. La terre était gorgée d'eau et refusait de tenir. La tombe devait être renforcée avec des planches de bois. Ce n'était pas rare. Mais ensuite, presque distraitement, il ajouta « Le cercueil semblait léger, étrange, vraiment, du chêne lourd, mais moins résistant que ce à quoi je m'attendais quand on l'a descendu. » La voix de Miss Marple resta légère. « Le colonel n'était peut-être pas aussi sérieux que dans vos souvenirs ?»« Peut-être, » murmura Bancroft, mais il semblait incertain. Cet après-midi-là, elle retourna à High Sycamore sous prétexte d'apporter un gâteau aux fruits de condoléances. Madame Arkwright la reçut dans le salon, où le feu avait été éteint, et où un vase de lys fané trônait sur un buffet. Son regard semblait sec et perdu dans le vide. La veuve parlait lentement, comme si chaque mot devait être mesuré avant d'être prononcé. « Lucius n'a jamais voulu être enterré à Saint-Pierre, » dit-elle soudain. Il détestait l'idée de se coucher sous l'if. Il disait que les racines boiraient son eau. Miss Marple cligna des yeux. « C'est une inquiétude étrange. »« Il était particulier, » dit-elle sans aucune affection. « A-t-il déjà mentionné la possibilité de modifier son testament ?» Il y eut un silence. « Il en avait l'intention. »« Je le sais, mais l'avocat a dit qu'il n'était jamais arrivé. »« Ah, » dit Miss Marple. « Oui, la lettre qui a disparu, ou qui est arrivée, mais sans encre. » Les yeux de Madame Arkwright se levèrent brusquement.
Que voulez-vous dire? Seulement parfois, les choses censées rester invisibles sont celles qui laissent la marque la plus profonde. Madame Arkwright ne dit rien. Avant de partir, Miss Marple traversa le couloir qui menait au bureau du colonel. La porte était fermée, mais déverrouillée. Elle entra en silence. L'air était froid, paisible. Des papiers étaient empilés sur le bureau et quelques effets personnels étaient restés intacts. Sa pipe, une fleur pressée dans un verre, un coupe-papier en ivoire. Mais c'est la bibliothèque qui retint son attention. Il manquait un volume, ni arraché, ni rangé ailleurs, juste absent. Un trou là où il y avait eu quelque chose. Elle consulta le catalogue près de la lampe et vit un inventaire manuscrit de sa bibliothèque que le colonel avait dressé. Livre 47. Conte du vieux Devon, relié en cuir. Disparu. Elle se rendit à la bibliothèque du village pour confirmer ce qui commençait à la ronger. Et là, sur l'étagère des livres rendus, se trouvait le volume manquant. Conte du vieux Devon, estampillé d'un ex-libri en sycomore. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, coincé entre les pages, se trouvait une feuille de papier ministre fragile et un cachet de cire, vert. C'était une copie, non pas du testament, mais d'une lettre du colonel adressée à quiconque en a le droit. L'encre avait légèrement coulé, mais les mots restaient « S'il m'arrive quelque chose, commence par la tombe ». Elle a lu la phrase 2 fois. « Commencer par la tombe ». Miss Marple était assise dans la cuisine du presbytère, le mot à la main, tandis qu'une pensée troublante se formait. Et si le colonel n'avait jamais été dans ce cercueil? Et si la légèreté de celui-ci, l'enterrement précipité et la lettre scellée n'étaient pas des signes avant-coureurs, mais une couverture? Et si la tombe s'était affaissée non pas à cause de la pluie, mais parce que quelque chose à l'intérieur n'avait jamais été destiné à reposer? Elle fit appeler le sergent Biddle, qui arriva le visage rouge et essoufflé. Elle lui montra le mot. Il pâlit. « Vous ne voulez pas dire « exhumer » ? J'ai bien peur que nous devions le faire. Au crépuscule, sur ordre officiel et à la faveur du brouillard qui s'amoncelait, la tombe fut ouverte. La foule fut tenue à distance. Seule mademoiselle Marple, le sergent Biddle, le docteur Harrison et les fossoyeurs assistèrent au retour de la terre humide. Et lorsque le cercueil fut soulevé, un silence général régna. C'était vide, pas de corps, juste un poids de pierre et un manteau de laine plié. À l'intérieur de la poche du manteau, soigneusement glissée dans la doublure, se trouvait une partition déchirée. Miss Marple la sortit d'une main délicate. Le dessus portait une signature. Lady Mornay. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Lydia au manoir. Elle la trouva près de la cheminée froide, penchée sur son carnet de croquis. « Tu ne l'as pas enterré, n'est-ce pas ?» demanda Lydia d'une voix creuse. « Non, » dit doucement Miss Marple. « Et maintenant, je dois te demander, ma chère, pourquoi ta musique était-elle glissée dans son manteau ?» Lydia ferma les yeux. « Parce qu'il allait me protéger. Il disait qu'on m'avait vu quitter le bureau trop souvent. Il disait que, si Tobias découvrait le testament, il pourrait se servir de moi. Alors le colonel avait prévu de disparaître. Il voulait que le village croie sa mort. Et il ne t'a jamais dit où il irait ? Non, juste qu'il laisserait quelque chose derrière lui. Un signe. » Miss Marple resta dans le silence de cette confession, entendant à nouveau les paroles du vicaire sur la tombe, le claquement humide de la boue, le terrible naufrage. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Lydia, dit-elle, l'as-tu revue après les funérailles ?» Lydia hocha lentement la tête. « Une seule fois, dans le brouillard, près des bois. Mais quand je l'ai appelé, il s'est retourné et s'est éloigné. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les vitres. Miss Marple partit avec une dernière pensée brûlant dans la brume de son esprit. Si le colonel Arkwright avait planifié sa propre disparition, quelqu'un l'avait retrouvé depuis. Car la tombe ne s'était pas seulement enfoncée, il avait pleuré. Chapitre 5. La volonté cachée dans son tablier. Tout commença, comme c'était souvent le cas à St. Mary Mead, par une dispute que personne n'était censé entendre. C'était peu après le petit déjeuner, et le brouillard planait encore sur les jardins du manoir de High Sycamore. Dans l'arrière-cuisine, où la chaleur du poêle se mêlait au froid qui s'infiltrait à travers les dalles, une voix forte trancha l'air. Miss Marple, venue sous prétexte de rapporter un plat à gratin, se tenait silencieusement juste devant le vestibule lorsqu'elle l'entendit.
Madame Chudley, la gouvernante, parlait à voix basse mais agitée à quelqu'un, peut-être l'une des nouvelles servantes, la voix crispée par une sorte de peur déguisée en autorité. Personne ne va dans l'armoire à linge sans ma présence. Tu m'entends? C'est ma responsabilité, et je ne veux pas que mes doigts fouillent là où ils ne devraient pas. La voix qui répondit était basse, presque désolée, mais Miss Marple ne comprit pas. Elle recula silencieusement et attendit une minute avant de frapper vivement à la porte latérale. Madame Chudley répondit un instant plus tard, lissant son tablier et s'efforçant d'avoir l'air moins rouge. « Miss Marple, » dit-elle avec un sourire forcé. « Déjà de retour ?» J'ai pensé qu'il valait mieux que je le rende avant de l'oublier. À mon âge, la mémoire est comme la soie où à broder, fine et souvent nouée. La gouvernante rit nerveusement et prit le plat. « Vous êtes un très gentil. J'espère que je n'ai rien interrompu. Juste une petite erreur dans la rotation du linge. » Ah, ces choses-là semblent toujours insignifiantes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Sur cette remarque sibylline, Miss Marple prit congé, mais son esprit tournait déjà comme une roue qui s'accrochait à quelque chose sous la surface. Le ton de Madame Chudley n'était pas de l'irritation, mais de la protection, et pas du linge. Cela faisait seulement un jour que le cercueil vide avait été exhumé et que la disparition du colonel Arkwright avait été confirmée. Lydia Mornay avait révélé que le colonel prévoyait de disparaître pour la protéger, et peut-être quelqu'un d'autre, de ce qu'il appelait l'inévitable jugement. Or, le testament qu'il aurait réécrit avant sa disparition n'avait toujours pas été retrouvé. L'Ancien Testament, en faveur de Tobias et de Madame Arkwright, était resté intact. Pratique, bien sûr, pour les deux membres les plus impitoyables de la maison. Mais Mademoiselle Marple soupçonnait depuis longtemps l'existence d'une nouvelle version qui redistribuerait peut-être la succession d'une manière moins acceptable pour les bénéficiaires évidents. La matinée se transforma en une accalmie humide et grise. Mademoiselle Marple se rendit au presbytère pour parler au docteur Harrison, qui avait étudié attentivement les rapports médicaux de l'exhumation. Il confirma le contenu du cercueil. Des pierres, un manteau et un gant pâle, trop petits pour être celui du colonel. De sexe féminin, peut-être planté. « Ce que je ne comprends pas, dit-il, c'est pourquoi le testament n'a pas été retrouvé. Il a dû en parler à quelqu'un. » « C'est vrai, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Il l'a dit à Madame Chudley, même s'il ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment. » Ce soir-là, sous un nouveau rideau de pluie qui semblait marquer les semaines qui suivirent la mort du colonel, Miss Marple retourna au manoir, sous prétexte de récupérer un châle qu'elle avait, accidentellement, oublié dans le salon. Elle traversa le couloir et regarda silencieusement Madame Chudley porter un paquet de linge propre dans l'escalier de service. Une main agrippée au tissu, l'autre pressée contre la poche de son tablier pour la protéger. La gouvernante ne rentrant pas avant un certain temps, Miss Marple se glissa, doucement, mais avec une grâce remarquable pour son âge, jusqu'au couloir du deuxième étage, parallèle à l'armoire à linge. Elle attendit derrière un lourd rideau de velours et tendit l'oreille. Une clé tourna. Le placard s'ouvrit en grinçant. On entendit le bruit d'un tissu qui bougeait. Puis, le bruissement caractéristique du papier. Miss Marple sortit de derrière le rideau juste au moment où la porte du placard se refermait. Madame Chudley haleta, serrant instinctivement le devant de son tablier. « Miss Marple, vous m'avez fait une peur bleue. Pardonnez-moi, ma chère. Je crains de m'être égaré en cherchant le salon. C'est en bas. Bien sûr, bien sûr. Mais, voyez-vous, j'ai remarqué que votre tablier était étrangement bombé. Pas avec du lin, j'imagine. » Le visage de Madame Chudley rougit, puis pâlit. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Je pense, » dit calmement Miss Marple, « que vous protégez quelqu'un, peut-être même le colonel lui-même. » Il y a un long silence. Puis Madame Chudley fouilla dans la poche de son tablier et en sortit lentement un parchemin plié, scellé à la cire verte, portant la signature fine et précise du colonel. « Au début, je ne savais pas ce que c'était, » dit-elle à voix basse. « Il me l'a donné 2 nuits avant la cérémonie. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais le remettre à Mademoiselle Mornay. Mais je ne savais pas si c'était vrai. Et quand les événements ont commencé, la tombe, l'exhumation, j'ai eu peur. »
Miss Marple prit délicatement le testament et l'examina. La cire était légèrement craquelée, probablement à cause de la proximité du corps. Mais son contenu, s'il était authentique, serait accablant. Le manoir revient à Lydia, murmura Madame Chudley. Pas à Tobias, pas même à sa femme. Ça change tout. Miss Marple hocha la tête. Et cela explique pourquoi quelqu'un pourrait vouloir la disparition du colonel ou simuler sa mort. Tu penses qu'il est vivant? Je pense qu'il avait prévu de le faire. Mais la réussite de ce plan est une autre question. Le lendemain matin, Mademoiselle Marple apporta le document directement à M. Atherton, le notaire du Tichondachuni village. Il pâlit visiblement à la lecture des lignes, puis confirma l'authenticité de la signature et la validité du testament, à condition de prouver le décès du colonel. Un véritable casse-tête juridique. Si l'homme avait disparu de son plein gré, aucun héritage ne pourrait être transmis avant 7 ans. S'il avait été assassiné, le Nouveau Testament aurait préséance sur l'Ancien. Miss Marple quitta le bureau avec un sentiment d'urgence accru. La découverte du testament avait désormais mis Lydia en plus grand danger. Cet après-midi-là, elle trouva Tobias dans la roseraie, sécateur à la main, l'expression vide tandis qu'il coupait les fleurs fanées qui avaient déjà été drainées par la pluie. « Tu prévois de rester plus longtemps à High Sycamore » demanda-t-elle doucement. Il ne la regarda pas. « Ça dépend. La succession est dans un flou juridique, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu. C'est vraiment dommage, surtout quand de nouveaux documents font leur apparition. » Il leva brusquement les yeux. « Quel document? »« Oh, je voulais dire en général, » dit Miss Marple, les yeux écarquillés. « Les testaments, les lettres, ce genre de choses. Vous savez comme les choses ont tendance à refaire surface, généralement au moment où on le souhaite le moins. » Tobias ne répondit pas, mais sa mâchoire se serra. Cette nuit-là, quelqu'un s'introduisit dans l'armoire à linge. La serrure fut brisée et l'espace éventré. Miss Marple, arrivant tôt le lendemain matin pour prendre des nouvelles de Madame Chudley, la trouva pâle et secouée. « Je n'ai rien dit à personne, » dit la gouvernante en serrant un mouchoir. « Je le jure, j'ai caché l'enveloppe vide dans le panier d'amidon. »« Ce qui veut dire qu'il ne savait pas que tu m'avais déjà donné le testament, » dit Miss Marple. « C'est peut-être la seule chose qui te sauvera. » Plus tard dans la journée, Lydia vint prendre le thé au cottage de Miss Marple. Assise près du feu, Miss Marple lui remit délicatement le testament. La fille parut stupéfaite. « Il voulait vraiment que je l'aie ?» Miss Marple hocha la tête. « Je crois qu'il vous faisait plus confiance qu'à quiconque. Peut-être plus qu'il n'aurait dû, car cela change tout et quiconque risque de perdre avec ce document risque de ne pas perdre avec élégance. » Lydia baissa les yeux, le regard troublé. « Tu crois qu'il est mort ?» La voix de Miss Marple était très basse. « Je crois que quelqu'un voulait nous faire croire que ce n'était pas le cas. » Puis elle raconta à Lydia ce qu'elle avait gardé jusqu'à présent. La seule partie du parchemin qui était presque passée inaperçue. Dans le pli du testament, écrit légèrement au crayon sous les lignes officielles, se trouvaient 3 mots. « Ne lui fais pas confiance. » Pas de nom, pas de signature. Juste ces mots glaçants. Et tandis que Miss Marple pliait le papier et le glissait dans son enveloppe, elle se demanda non pas de qui le colonel avait peur, mais qui est-il, savait. Chapitre 6. L'homme qui a disparu à l'heure du thé. À 4 heures précises, alors que la pluie recommençait à tomber en nappe sur les cheminées de St. Mary Mead, la porte du petit salon de High Sycamore se referma sur M. Percival Blount, notaire, fumeur de pipe et visiteur indésirable. Ce rendez-vous avait été bref et formel. Il était arrivé vêtu d'un pardessus à chevrons humides, une serviette cabossée sous le bras, et l'air plutôt renfrogné suggérait que les questions juridiques qu'il allait aborder ne seraient pas accueillies avec joie. Il était venu, bien sûr, parler à Tobias Arkwright du testament récemment découvert, celui que Mademoiselle Marple avait remis sans réserve à M. Atherton 2 jours auparavant. Un testament qui, s'il était prouvé, priverait Tobias de presque tout et céderait la succession à Lydia Mornay. La réunion était censée être brève et efficace, mais lorsque Madame Chudley vint apporter le plateau de thé à 4h30, le petit salon était vide. Au début, personne ne s'est affolé. Peut-être M. Blount était-il sorti fumer ou avait-il fait un tour dans le couloir pour parler en privé avec Tobias. Mais à mesure que les minutes passaient
à une demi-heure, que son manteau restait accroché dans le hall et que sa serviette, toujours fermée, reposait sur la table d'appoint près de la cheminée, un malaise commença à gagner la maison. À 5 heures, Madame Chudley fit appeler Mademoiselle Marple. Elle arriva avec son calme habituel, même si rien ne manqua à son regard. L'odeur du thé Earl Grey flottait encore dans la pièce, mêlée au tabac et à l'odeur de moisi de la laine mouillée par la pluie. 2 tasses à thé refroidissaient sur le plateau d'argent. L'une d'elles était légèrement maculée de rouge à lèvres, bien qu'aucune femme ne fût présente. Un détail curieux. Elle s'approcha de la mallette et remarqua qu'elle n'avait pas été déverrouillée. Ce que M. Blount était venu apporter n'avait jamais été présenté. Tobias, lorsqu'on l'appela, feignit la surprise. « Je ne l'ai jamais vu, dit-il. Peut-être est-il parti dans la confusion. » Miss Marple le fixa d'un regard si doux qu'on aurait dit une indulgence de grand-mère. « Et pourtant, dit-elle, son manteau et son parapluie sont restés ici, et à moins qu'il ne se soit fait pousser des ailes ou qu'il n'ait emprunté les chaussures d'une servante, il n'y a aucune trace sur le gravier devant le perron. » Une perquisition fut menée. M. Blount n'était sorti par aucune porte connue. Le portail du jardin était resté verrouillé de l'intérieur. Aucun domestique ne l'avait vu partir. Aucun invité ne l'avait croisé dans le hall. Il avait tout simplement disparu, à l'heure du thé. Miss Marple se tenait à la fenêtre, regardant la pluie brouiller les parterres de fleurs. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce. Quelqu'un l'a enlevé, mais il leur fallait du temps, et un moment où personne ne le remarquerait. Elle se tourna vers Madame Chudley. « Le salon était-il libre cet après-midi » La gouvernante parut surprise. « Eh bien oui, Lydia était partie au village. J'étais dans la cuisine. Et Tobias était, paraît-il, en train de lire dans le bureau. » Miss Marple hocha la tête. Le salon serait alors le seul passage vers l'escalier de service, sans être remarqué. Ils la trouvèrent derrière le buffet. Une porte dérobée, certes, mais rarement utilisée. Elle donnait sur un passage menant à la buanderie et, au-delà, à la cave à légumes. L'air était chargé de moisissures. Le sol, en vieux carrelage, était encore humide du passage de la serpillière du matin. Au pied de l'escalier de la cave se trouvait une blague à tabac froissé, celle de M. Blount. « N'allez pas plus loin, » dit Miss Marple fermement. « Laissez les autorités gérer la suite. » Il était presque minuit lorsque le sergent Biddle revint de la perquisition avec confirmation. M. Blount avait été retrouvé, inconscient mais vivant, dans le silo à charbon derrière la salle de séchage, ligoté et bâillonné sous une pile de toile cirée. Il avait été frappé par derrière, mais pas mortellement. Ses notes, en revanche, avaient disparu. Miss Marple lui rendit visite le lendemain matin, alors qu'il se remettait à l'infirmerie du presbytère. Il était pâle et confus, mais lucide. « J'ai apporté le testament, dit-il. L'enregistrement officiel. Je n'ai jamais pu le présenter. Quelqu'un est entré par le côté, disant que la nièce du colonel avait demandé un entretien privé. Mais ce n'était pas elle. Et puis, l'obscurité. Avez-vous vu la personne ?» Il ferma les yeux. Juste un instant. Féminin, main gantée, parfum puissant. Quelque chose de familier, mais impossible à retracer. Miss Marple retourna à High Sycamore et se dirigea vers la chambre de Lydia. Elle la trouva assise à son bureau, un stylo posé au-dessus d'une lettre inachevée. « Il y a une question que je dois vous poser franchement, ma chère, » dit Miss Marple. « Étiez-vous à la maison hier à l'heure du thé ?» Lydia cligna des yeux. « Non, j'étais au village, chez Mademoiselle Harlow. Elle avait mes mesures pour une robe. Est-ce que quelqu'un vous a accompagné ?»« Non. » Miss Marple jeta un coup d'œil au buffet où Lydia rangeait ses carnets de croquis. L'un d'eux était ouvert, le fusain maculé sur la page. Un visage de femme, familier, mais pas celui de Lydia. Puis elle vit le mot épinglé à côté, un échantillon de parfum de Bellamy's, à Londres, Dodo 43, fougère d'ambre et iris. Elle ne dit pas un mot, mais se tourna vers le salon bleu où Madame Arkwright était assise près du piano là, feuilletant nonchalamment un recueil de chansons. Elle leva les yeux, l'air indéchiffrable. « C'est une terrible affaire avec M. Blount, » dit doucement Miss Marple. « C'est horrible, » dit Madame Arkwright. « Mais heureusement qu'il n'a pas été tué. »« Oui, beaucoup de chance. C'est étrange que l'agresseur ait porté un parfum qu'on ne trouve que dans une parfumerie londonienne. »
Bellamy's, je crois. Ambre, Fern et Iris, très distinctifs. On disait que seules les actrices en portaient. La main de Madame Arkwright tremblait sur la page. « Oh, tu l'as reconnue ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. « Pourquoi le ferais-je » ? « Aucune raison, » dit Miss Marple. « Sauf que votre châle, celui qui pend sur l'accoudoir de ce fauteuil, semble porter le parfum de façon assez intime. » Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Miss Marple prit une inspiration. Les notes de M. Blount ont disparu. J'imagine qu'elles contenaient la preuve de la légalité du testament. Maintenant, elles ont disparu. Mais il y a toujours des copies, et M. Blount s'en souviendra. Elle se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant qu'une seule fois. « Madame Arkwright, dit-elle, je dois vous poser une question claire. Êtes-vous celle qui a simulé l'enterrement du colonel ? Ou étiez-vous simplement censé faire le ménage après l'échec de quelqu'un d'autre ?» Il n'y a pas eu de réponse. Dehors, la pluie s'était arrêtée, mais les nuages étaient toujours bas, gris et maussades. Miss Marple entra dans le hall où Lydia attendait. « Il est vivant, dit-elle. Mais maintenant, il faut se demander, qui a voulu le faire taire au point de tout risquer en plein jour ?» Lydia hocha lentement la tête, et Miss Marple lui tendit un morceau de papier plié, arraché de son propre journal. 3 mots y étaient agriffonnés, tirés du trait de crayon à peine tracé par le colonel dans le testament. « Ne lui fais pas confiance. » Ambition Townsend. Dessous, Miss Marple avait ajouté un 4e. Lequel ? Chapitre 7. La photographie derrière l'horloge. L'horloge du salon bleu du manoir de High Sycamore n'avait pas sonné depuis près de 10 ans. Son mécanisme interne s'était bloqué à l'automne 1949, lorsque le colonel Arkwright avait insisté pour que les aiguilles restent figées à 4h05. « L'heure, avait-il déclaré un jour, où tout allait mal dans cette famille. » Personne n'avait osé demander ce que signifiait cette remarque sibylline à l'époque, et le personnel avait depuis complètement ignoré l'horloge. Mais cette nuit-là, dans le silence d'une violente tempête qui s'abattait sur St. Mary Mead, elle émit un cliquetis inattendu, à peine audible sous le claquement incessant de la pluie sur le verre. Miss Marple, assise près d'elle, en attendant le retour de Lydia Mornay du presbytère, se retourna en entendant ce bruit. Les aiguilles n'avaient pas bougé, mais quelque chose à l'intérieur, si. Elle posa sa broderie, se leva et se pencha en avant, légèrement curieuse. L'horloge était une haute cheminée française, lourde de poussière et hérissée de feuilles de chêne sculptées et de boutons en laiton. Soulevant délicatement le panneau arrière, Miss Marple découvrit une feuille de papier pliée coincée derrière le ressort intérieur. Une photographie, jaunie sur les bords et gondolée par le temps. Elle la fit glisser avec précaution et la tourna vers la lumière de la lampe. Là, au centre de l'image, se tenait le colonel Arkwright, reconnaissable entre 1000, même dans sa jeunesse. Droit, intense, un rare sourire se dessinant sous sa moustache taillée. Il était entouré de 2 autres personnes, Tobias, les cheveux plus foncés et le visage plus fin, entouré d'un bras une femme qui, à première vue, lui semblait inconnue. Mais plus Miss Marple observait l'image, plus ses doigts devenaient main froid. Car cette femme belle, aux yeux noirs et vêtue d'un manteau de voyage, n'était pas du tout l'actuelle Madame Arkwright. Et pourtant, elle portait une bague identique à celle que la veuve arborait maintenant si fièrement. Miss Marple remit le panneau arrière de l'horloge en place et retourna à sa place. Lydia arriva quelques instants plus tard, secouant son parapluie et paraissant plus pâle que d'habitude. Elle s'affala dans son fauteuil en soupirant. « Je reviens du presbytère, dit-elle. Ils ont reçu une lettre d'un notaire de Manchester. Quelqu'un s'enquiert du premier mariage du Colonel. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, je crois que je viens de la rencontrer, ou du moins sa photo. » Lydia cligna des yeux. « Premier mariage ?» Il semblerait que oui. Le colonel s'est peut-être marié avant son union avec l'actuelle Madame Arkwright. Discrètement peut-être. Peut-être même illégalement. Lydia parut stupéfaite. « Tu crois qu'elle est encore en vie ?»« C'est là, » dit doucement Miss Marple. « La question. » Ils furent interrompus par Madame Chudley, troublée et le visage rouge, qui annonça que le bureau du fond avait été cambriolé. Une fenêtre avait été forcée et plusieurs tiroirs avaient été fouillés, même si, curieusement, rien ne semblait avoir été volé.
Miss Marple se leva aussitôt et se dirigea vers le bureau. La tempête avait ouvert les volets et l'air était lourd et humide. Des papiers jonchaient le sol et un tiroir pendait de travers. Mais ce n'est qu'en remarquant un cadre photo posé à l'envers sur l'étagère qu'elle comprit le but de cette intrusion. Le soulevant, elle constata que la photo du colonel et de Madame Arkwright, celle-là, avait été retirée. La vitre était intacte, le fond était endommagé. Une photo remplacée ou cachée. De retour à son cottage, Miss Marple examina l'image qu'elle avait prise de l'horloge. En la retournant, elle découvrit une inscription pâle au crayon. Violette, 1932. La seule vérité que j'ai jamais touchée. Violette. Pas un nom qu'on oublie. Elle l'avait entendu un jour, murmuré par une vieille domestique, du Devon qui travaillait à High Sycamore dans les années 30. Une Française, une pianiste brillante, disparue après un incendie dans l'aile ouest. Un incendie. Miss Marple est revenue au manoir le lendemain matin et a demandé à parler en privé avec Madame Arkwright. Ils se rencontrèrent dans la salle du matin, où un feu frais brûlait doucement et où la veuve arborait une expression à la fois polie et réservée. « Je suis tombée sur une vieille photo hier soir », commença doucement Miss Marple. « Une photo où l'on voit le colonel, votre mari, aux côtés d'une femme nommée Violette. » Il y eut un instant de silence. Le feu siffla. La voix de Madame Arkwright était calme. « Je ne connais aucune femme de ce genre. »« Ah, curieux, parce qu'elle porte une bague étonnamment semblable à la vôtre. » Les yeux de la veuve se plissèrent. « Suggérez-vous que mon mariage était illégitime ?»« Je suggère, » répondit Miss Marple, « qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle le colonel a insisté pour que l'horloge soit arrêtée à 16h05. Peut-être s'est-il passé quelque chose à cette heure-là, quelque chose de tragique ou de secret. » Madame Arkwright se leva brusquement. « Si vous m'accusez de quelque chose, Miss Marple, je vous suggère de parler franchement. » Miss Marple se leva également. « Pas une accusation, simplement une observation et un avertissement, parce que quelqu'un est entré dans le bureau hier soir, à la recherche de cette photo. On pourrait se demander pourquoi il a fait une chose pareille, à moins, bien sûr, qu'il ait craint que cela ne déjoue tout. » Elle est partie avant que la femme puisse répondre. Plus tard dans la journée, Lydia apporta une autre pièce du puzzle. Elle avait trouvé une lettre déchirée, cachée derrière l'un des tiroirs à partition du piano. Elle était écrite en français, datée de mars 1932 et adressée à elle. L'encre était passée, mais une ligne était claire. « Si Tobias découvre ce que Lucius m'a fait, il brûlera cette maison. » Miss Marple l'a lu 2 fois. Un incendie dans l'aile ouest, une femme disparue, une horloge arrêtée, un mariage secret. Et soudain, la disparition du colonel prit une nouvelle dimension. Peut-être qu'il ne se cachait pas à cause de la volonté. Peut-être se cachait-il de quelque chose qui aurait dû brûler il y a des décennies, mais qui a survécu. Ce soir-là, Miss Marple retourna à l'horloge. Elle ouvrit à nouveau le panneau arrière et fouilla soigneusement dans le renfoncement inférieur. Elle trouva ce qu'elle redoutait, un morceau de tissu carbonisé coincé contre le bois. Du lin brûlé, avec le léger contour d'initiales brodées. Virginie, Violette Arkwright. Miss Marple ferma soigneusement l'horloge, la tempête s'élevant maintenant à un hurlement bas et lugubre à l'extérieur. Elle avait trouvé le premier fantôme dans le manoir. Mais pas le dernier, craignait-elle. Chapitre 8. Le murmure entendu par Miss Marple. La pluie recommença ce soir-là, une bruine lente et chuchotante qui brouillait les contours des haies et transformait le village de St. Mary Mead en une silhouette ruisselante et argentée. La lueur des fenêtres à l'étage du manoir de High Sycamore miroitait faiblement à travers le brouillard, tels des feux de garde lointains, tandis que les cheminées crachaient de temps à autre de la fumée dans le ciel morne. Miss Marple se tenait à l'orée de la roseraie, sous un parapluie noir qui tremblait légèrement sous sa main. Il était trop tard pour une visite, et pourtant elle était venue quand même, attirée non par le devoir, mais par le malaise. Une tension particulière qui s'était installée dans la maison après sa découverte derrière l'horloge. Elle avait prévu de partir discrètement après avoir déposé un recueil de livres de musique annotés pour Lydia, qui avait pris l'habitude de composer de petites valses mélancoliques à la lueur des bougies. Mais en passant par le couloir N qui menait à l'office des domestiques, elle l'entendit. Un murmure. Si faible qu'on
aurait pu le prendre pour le sifflement de la pluie sur les vitres plombées. Mais il revint, plus proche, plus aigu cette fois. Non pas adressé à elle, mais à quelqu'un d'invisible. Elle ne le sait pas encore, mais elle s'en approche trop. Miss Marple s'arrêta à mi-chemin, son cœur battant non pas de peur, mais de la froide précision de la reconnaissance. La voix n'était pas masculine, elle n'était pas jeune, et elle vibrait de culpabilité ou d'avertissement. Elle ne savait pas. Elle avança silencieusement, ses chaussures à semelles souples ne faisant aucun bruit sur le tapis. La porte du garde-manger était entr'ouverte. À l'intérieur, rien que des ombres et des étagères garnies de boîtes de conserve étiquetées et de matériel de pâtisserie. Aucun signe de mouvement. Mais un instant plus tard, la porte de l'arrière-cuisine grinça et Miss Marple aperçut une silhouette descendant l'escalier de service. Mince, rapide et indéniablement féminine. Elle ne fit aucun effort pour suivre, mais elle remarqua l'heure. 8h43. Et elle se dirigea plutôt vers le salon, où le feu crépitait doucement et où Lydia était recroquevillée sur une chaise près de l'âtre, le visage pâle au-dessus du col sombre de son cardigan. « Avez-vous entendu quelque chose à l'instant » demanda doucement Miss Marple. Lydia leva les yeux. « Seulement le vent. »« Pourquoi » Miss Marple s'assit en face d'elle. « Parce que quelqu'un a murmuré quelque chose derrière une porte qu'il croyait sûre. Et, grâce à ce murmure, je crois que nous ne sommes plus seulement confrontés à des secrets. Nous sommes confrontés à la panique. » Lydia ne dit rien. Elle serrait le bas de sa manche et fixait les flammes. Miss Marple l'étudia en silence, puis dit « Racontez-moi encore le jour où le colonel a disparu. » Lydia expira. « Il a dit qu'il écrirait quelque chose qui me laverait de tout soupçon. Que je n'avais rien à craindre de Tobias ou de Madame Arkwright, qu'il savait qui le menaçait. Mais il n'a pas dit le nom ?»« Non. » Miss Marple se leva et se dirigea vers la bibliothèque, où les recueils de poésie que le colonel chérissait étaient restés pour la plupart intacts. Ses doigts s'arrêtèrent sur l'un d'eux, une édition usée de Tennyson. Elle l'ouvrit. À l'intérieur de la couverture, griffonnée au crayon délavé, se trouvait une ligne. La flèche qui vole de jour est rarement celle qui blesse. Elle se retourna. Le colonel a-t-il déjà parlé d'une femme nommée Violette ? Les yeux de Lydia s'écarquillèrent. Une seule fois, il a dit qu'elle s'était noyée dans le feu. J'ai cru qu'il était poétique. Non, dit doucement Miss Marple. Il parlait au pied de la lettre. Je crois que Violette était sa première femme, celle dont il n'a jamais divorcé légalement. Et cela signifie que Madame Arkwright n'est pas sa veuve et ne l'a jamais été non plus. Il y eut un silence entre eux, puis Lydia demanda, presque à voix basse, « Alors pourquoi n'est-elle pas partie ?» Miss Marple esquissa un petit sourire sinistre. « Parce que ceux qui ont accédé au pouvoir par leurs propres moyens ne l'abandonnent pas sans entraîner les autres dans leur chute. » Elle partit peu après, le murmure résonnant encore dans sa tête. De retour chez elle, elle sortit son journal et commença à classer ce qu'elle savait. La lettre blanche à la cire verte. L'horloge s'arrêta à 4h05. Le testament scellé caché dans le tablier de Madame Chudleigh. Monsieur Blount, réduit au silence avant, même d'avoir pu parler. Et maintenant, ce murmure. Tout s'achevait sur une seule conclusion. Quelqu'un au sein de High Sycamore s'employait activement à étouffer la vérité, et Miss Marple était leur prochain problème. Le lendemain matin, un curieux incident se produisit. La femme du pasteur arriva au cottage de Miss Marple avec une assiette de scones et une expression plutôt anxieuse. « Je pensais que tu devrais savoir, dit-elle, que quelqu'un est venu prendre de tes nouvelles hier soir. Au presbytère, un homme. Il a dit qu'il livrait quelque chose d'urgent, mais n'a pas voulu laisser son nom. » Miss Marple plissa les yeux. « M'a-t-il bien décrite ?»« Curieusement bien. » Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à High Sycamore, sous prétexte de vérifier les compositions florales du manoir pour l'exposition de l'église. Dans le couloir, elle croisa Madame Arkwright. La femme était vêtue de noir du col au talon, un foulard de soie noué autour du cou. « C'est très gentil de votre part d'être venue, dit-elle. Je me demande cependant si vous réalisez à quel point vos enquêtes ont perturbé cette maison. » « La vérité est toujours perturbatrice, » répondit gentiment Miss Marple. « Mais seulement pour ceux qui ont construit leur vie autour du mensonge. » Le sourire de Madame Arkwright s'estompa. « Et sur quel mensonge croyez-vous que nous avons fondé le nôtre ? Cette Violette est morte,
dit doucement Miss Marple. La pièce devint silencieuse. Je vous demande pardon? Elle n'est pas morte. Elle a survécu. L'incendie a été mis en scène. Le colonel l'a aidée à s'échapper, puis l'a ensevelie sous la paperasse et les histoires. Je crois qu'elle vit tranquillement dans le Devon. Et je crois que quelqu'un, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, l'a découvert et a tué le colonel avant qu'il puisse la ramener. Les yeux de la veuve brillaient d'une lueur mirageuse, mi-incrédule. « Tu me crois capable de meurtre ?»« Je pense, dit Miss Marple, que vous êtes capable de désespoir, comme la plupart des gens lorsqu'ils réalisent que tout ce qu'ils ont construit repose sur un terrain volé. » Plus tard, dans le silence tamisé de la bibliothèque du manoir, Miss Marple ouvrit à nouveau le Tennyson du colonel et tira de dessous sa page de garde un second bout d'écriture, scellé dans une cire si faible qu'elle s'était presque effondrée. Elle frappera quand l'horloge recommencera. Et c'est pourquoi, réalisa Miss Marple avec un frisson, le murmure, « Comptez !» Ce n'était pas seulement de la peur, c'était un plan. Et quelque part, quelqu'un avait déjà commencé à remonter l'horloge. Chapitre 9. Le piège tendu avec du sucre et de la dentelle. C'était une matinée rare et sèche à St. Mary Mead, mais le village ne semblait pas moins plongé dans l'attention. La pluie s'était calmée, mais l'air était lourd d'un non-dit, une sorte de pression qui semblait s'accumuler dans les coins des salons et sous les escaliers, où les murmures allaient même plus loin que les pas. Au manoir de High Sycamore, les couloirs, récurés et rutilants, semblaient pourtant étrangement creux, comme si quelqu'un avait balayé non seulement la poussière, mais aussi les souvenirs. Madame Shirley avait pris l'habitude de verrouiller les placards à thé. Lydia gardait la porte de sa chambre barrée la nuit. Même Tobias était devenu étrangement silencieux, faisant de longues promenades sans issue et évitant complètement le bureau. Seule Miss Marple se déplaçait librement dans la maison, silencieuse, sans hâte, son châle soigneusement plié et le regard toujours aussi vif. Elle avait décidé ce matin-là d'inviter quelques-uns des principaux acteurs à prendre le thé dans son cottage. Pas tous en même temps, bien sûr, mais avec un timing soigneusement orchestré qui plaçait les coupables près des innocents et les audacieux près des inconscients. On ne pouvait apprendre que de la façon dont on accepte le sucre ou dont on remue trop longtemps avant de boire. La conscience, humaine, disait souvent Miss Marple, avait tendance à se manifester pendant le thé. Elle commença par Madame Arkwright et Lydia. La veuve arriva à 4h30 précises, gantée et raidie dans sa soie de deuil, et s'assit raide comme un piquet dans le fauteuil d'angle, sans ôter son manteau. Lydia arriva 10 minutes plus tard, essoufflée et légèrement rouge, une enveloppe glissée dans sa manche. « Je reviens de la poste, » dit-elle. Il y avait une lettre adressée au colonel. Paddery. D'adresse de retour. Juste une seule page à l'intérieur. Pas de signature. Miss Marple le prit doucement et lut les mots 2 fois. La vérité se cache sous le sucre et la dentelle. Elle connaît tes mains depuis longtemps. Elle plia soigneusement la lettre, la glissa dans sa poche et se tourna vers la table à thé. « Voulez-vous tous les deux du citron ou du lait ?» demanda-t-elle aimablement. Madame Arkwright a décliné les deux. Lydia a choisi le citron et a pris 2 sucres. Miss Marple versa lentement. « C'est une chose étrange, le sucre, » murmura-t-elle. « On oublie trop souvent à quel point il persiste. Il s'accroche aux empreintes digitales. Il se loge dans les plis. Il tache le linge d'une manière que même l'eau bouillante ne peut effacer. » Les yeux de Madame Arkwright clignèrent. Miss Marple continua d'une voix douce, presque rêveuse. « J'ai connu une femme de chambre qui empoisonnait le thé de sa patronne avec une simple teinture de belladone versée dans un sucrier. Il a fallu des semaines pour la retrouver. Mais savez-vous ce qui l'a trahi ? Aucune des 2 femmes n'a répondu. La serviette en dentelle qu'elle utilisait pour essuyer le bord de la cuillère, dit Miss Marple. Le motif était le sien. Elle l'avait crocheté. Une des filles du pasteur a reconnu le motif. Très particulier. Des feuilles de lierre et des toiles d'araignée. Lydia regarda Madame Arkwright, dont les mains avaient commencé à se resserrer sur ses genoux. Miss Marple se leva et prit une boîte sur la cheminée. Elle en tira un mouchoir plié, en ivoire, ancien, délicatement brodé de feuilles de lierre et de toiles d'araignée. Elle le posa sur la table. « On a trouvé ça sous l'horloge, » dit-elle doucement. Derrière le panneau, on y trouvait un morceau de tissu carbonisé
et une enveloppe presque réduite en cendres. Je crois qu'elle contenait autrefois une photographie, peut-être la même qui a disparu du bureau du colonel. Toujours le silence. Je crois aussi, poursuivit Miss Marple, que celui qui l'a placé là avait l'intention de le détruire, mais a été interrompu. Lydia fixa la serviette. « Ce n'est pas à toi, dit-elle soudain en se tournant vers la veuve. La mâchoire de Madame Arkwright se contracta. Il pourrait appartenir à n'importe qui. Mais non, dit Lydia d'un ton plus ferme. Je l'ai déjà vu. Dans ta main. Tu essuyais ton rouge à lèvres avec après les repas. Madame Arkwright se leva brusquement. Je crois que j'en ai assez de cette mascarade. Miss Marple se leva à son tour. Pas de mascarade, ma chère. Une enquête très discrète. Une enquête que j'ai menée jusqu'ici en privé. Mais je dois vous informer que M. Atherton a confirmé la signature du Second Testament. Et le sergent Beadle a retrouvé les archives d'une certaine Violette Arkwright, toujours vivant sous un autre nom dans le Devon. Je crois que le colonel avait l'intention de la ramener et de révéler l'illégalité de votre mariage. La veuve se figea. Ça ne tiendra pas devant un tribunal. Peut-être pas, dit Miss Marple. Mais si c'est le cas, vous risquez de tout perdre. Elle se tourna vers le plateau de thé. À moins, bien sûr, que quelqu'un perde quelque chose de plus grand, comme une vie. L'instant s'éternisa, épais comme de la vapeur. Puis Madame Arkwright expira lentement. « Tu crois que je l'ai tué ?» demanda-t-elle d'une voix basse et tremblante. « Je pense que vous y étiez préparé, » répondit Miss Marple. « Mais je ne le crois pas. » Lydia inspira brusquement. « Alors qui ?» Miss Marple leva les yeux. « Qui, en effet ? C'est un piège, voyez-vous. Un piège appâté non pas par des accusations, mais par des promesses rassurantes. Tout le monde était si occupé à vous observer, Madame Arkwright, qu'ils ont oublié les mains les plus douces, celles qui plient le linge, celles qui servent le sucre. Ce soir-là, Miss Marple retourna à High Sycamore et se rendit directement à la cuisine. Madame Chudley était en train de récurer un plateau en fer blanc lorsque Miss Marple entra. « Tu es parti précipitamment, » dit Miss Marple. La gouvernante ne se retourna pas. « J'avais des choses à faire. »« Bien sûr, et tu as toujours été si dévoué. Mais puis-je te poser une question ?» Silence. « Le colonel vous connaissait-il avant de vous embaucher ?» Madame Chudley marqua une pause. « Non. Même pas en 1932 ? Même pas quand tu t'appelais Alice Lefebvre. » Le plateau en fer blanc s'écrasa dans l'évier. Très lentement, la gouvernante se retourna. « Tu l'as trouvé ?» murmura-t-elle. « J'ai retrouvé la couturière qui vivait autrefois dans le Devon, celle qui confectionnait des serviettes en dentelle pour une famille privée, lierre et toile d'araignée. Une de ces serviettes a été retrouvée derrière l'horloge. Et le testament du colonel, si vous vous souvenez bien, était caché dans votre tablier. Je ne voulais pas le tuer. Je ne crois pas, dit gentiment Miss Marple. Mais je crois que vous saviez qu'il avait fait. Et je pense que vous avez caché bien plus que du linge ces dernières semaines. La lumière de la cuisine vacillait légèrement. Madame Chudley s'affala sur un tabouret. Il allait tout gâcher. Toutes ces années, je lui ai tout donné. Et il voulait tout lui donner. Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. Et puis elle a demandé « Où est-il » La gouvernante ne parlait pas. Mais son silence disait tout. Dans le silence, l'horloge du grand-père dans le hall sonna une fois. Et Miss Marple savait que le piège avait fonctionné. Demain, elle reviendrait avec le sergent Beadle. Ce soir, elle a laissé la dentelle reposer là où elle était. Chapitre 10. Le gant qui n'appartenait pas. La tempête qui s'est abattue sur St. Mary Mead aux premières heures de mardi matin a laissé le village grelottant sous les affres de l'humidité. Les branches se courbaient sur les ruelles pavées, l'eau de pluie s'accumulait au creux des parterres de fleurs, et les haies qui bordèrent le chemin, menant au manoir de High Sycamore, ruisselaient régulièrement, tel un métronome d'inquiétude. Il était un peu plus de 7 heures lorsque Miss Marple arriva au manoir, interpellée par le mot urgent et essoufflé de Lydia Mornay, arrivée à sa porte avant l'aube. L'encre avait déteint, mais le message était encore lisible. « Il y a un problème. Je l'ai trouvé près de la véranda. Venez, s'il vous plaît, seul. » La véranda était fermée à clé lorsque Miss Marple y parvint, mais la porte latérale était restée légèrement entr'ouverte, le verrou à moitié tiré. L'air intérieur était chargé de terre humide et d'orchidées fanées.
Et là, posé dans l'arrondi du canapé en osier, se trouvait un unique gant de cuir. De couleur crème pâle, il était élégant, visiblement coûteux, et plus curieux encore, bien trop petit pour avoir jamais appartenu à un homme. Lydia l'accueillit en silence, les bras autour d'elle, tremblante, mais les yeux secs. Elle fit un geste vers le gant d'un regard subtilement terrifié. « Je suis venu ici pour retrouver de vieilles notes de jardinage du colonel. Il les gardait dans une boîte sous le banc. Je n'ai pas remarqué le gant avant de m'asseoir. » Elle marqua une pause déglutissant. « Mademoiselle Marple, ce n'est pas mon gant. Et il n'était pas là hier. » Miss Marple se pencha pour le ramasser délicatement, l'enveloppant dans son mouchoir avant de le glisser dans sa poche. Son regard parcourut la pièce. Une légère marque subsistait dans le coussin, comme si quelqu'un s'y était assis récemment. Et près du fond de la véranda, là où le lierre rampant poussait plus épais le long du mur, le bord d'un pot était de travers. Quelque chose avait perturbé l'espace, récemment. « Et vous êtes certain, demanda-t-elle, que personne d'autre n'est venu ici? » « Plus depuis le début de la tempête, dit Lydia. Madame Chudley ne s'occupe jamais des plantes. Tobias les évite, et Madame Arkwright, elle dit que l'humidité lui abîme la gorge. » Miss Marple hocha lentement la tête et reporta son regard sur le gant. Il était sans doublure, finement cousu, le genre de gant qu'affectionnèrent les femmes d'une élégance et d'une fortune particulière. Mais le plus étrange n'était pas sa présence, mais son incongruité. Dans une maison où tant de choses avaient été cachées ou à moitié oubliées, ce gant se démarquait car il n'appartenait à personne. Ni à Lydia, ni à Madame Arkwright, et certainement pas à la gouvernante. Ce qui laissait la possibilité qu'il appartienne à quelqu'un qui n'aurait pas dû être là du tout. Elle rentra chez elle sous le couvert du brouillard qui se levait et, à midi, elle avait apporté le gant à M. Atherton. L'avocat l'examina avec plus d'intérêt que Miss Marple ne l'avait prévu. « Vous savez, dit-il pensivement, cela ressemble au gant que portait une certaine mademoiselle Violette Lambert, si c'est bien son vrai nom, lors de ses récitals au début des années 30. On en trouve des photos dans certains anciens programmes de concerts. Elle avait un annulaire inhabituellement long, très distinctif. Ce gant a exactement la même forme. » Miss Marple resta assise, immobile. « Vous avez vu ces émissions récemment ?» Monsieur Atherton hocha la tête. « Un de mes clients les collectionne. Il a mentionné que mademoiselle Lambert avait disparu dans des circonstances étranges, des rumeurs d'incendie. Mais j'ai fait des recherches par curiosité. Son nom de jeune fille était Lefèvre. Alice Lefèvre, le nom d'origine de la gouvernante. Ce ne pouvait être une coïncidence. » Les doigts de Miss Marple se refermèrent sur son réticule. La photo manquante, la serviette légèrement brûlée, la partition avec les initiales VA, le gant, presque certainement personnalisé, retrouvé à un endroit où peu de gens penseraient être à chercher. Les morceaux formaient une forme, mais celle-ci était encore obscurcie par quelque chose de délibéré. Un faux pas, une fausse supposition. Elle avait cru que Violette Lambert était cachée dans le Devon. Et si ce n'était pas le cas? Et si elle était revenue? Ou pire, ne jamais partir? Cet après-midi-là, Miss Marple invita Madame Chudley à prendre le thé, sous prétexte de lui rapporter une recette empruntée de coing marinés. La gouvernante arriva d'un pas raide, les mains jointes sur les genoux comme une écolière attendant une réprimande. Miss Marple lui servit son Darjeeling au citron et une assiette de sablé. « On a découvert une chose curieuse aujourd'hui, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Un gant, dans la véranda. » Madame Chudley ne sourcilla pas. « Appartenant à qui? » ?»« C'est justement ça. On dirait qu'il n'appartient à personne. » Silence. Miss Marple lui a offert le sablé. La femme hésita, puis en prit un avec des doigts qui tremblaient légèrement. « Vous savez, dit Miss Marple, j'ai toujours admiré les femmes aux doigts longs et élégants, si bien adaptées au piano. » La main de Madame Chudley s'arrêta en plein vol. « Je me souviens d'avoir entendu un récital, poursuivit Miss Marple, donné par une certaine Miss Violette Lambert. Un talent extraordinaire. Dommage qu'elle ait disparu. Je me demande ce qu'elle est devenue. » Madame Chudley posa le sablé sans y toucher. « Elle n'était pas censée être retrouvée, dit-elle d'une voix neutre. Alors elle a été ici. »« Elle n'est jamais partie, murmura Madame Chudley. L'incendie était une mise en scène. Le colonel l'a aidée à disparaître, mais elle est revenue des années plus tard. Je ne sais pas comment.
Je sais, seulement que lorsqu'il l'a revue, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Miss Marple resta assise, très immobile. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas, murmura Madame Chudley. Mais je crois qu'elle n'a jamais cessé de surveiller cette maison. Cette nuit-là, le gant a disparu. Miss Marple l'avait laissé, délibérément, dans un tiroir peu profond de son bureau, avec l'intention de la comparer plus tard avec une vieille photographie de la propriété du colonel. À son retour du presbytère, le bureau avait été ouvert et le gant retiré. Il ne restait qu'une légère odeur, une odeur qu'elle reconnut désormais comme celle de fougères ambrées et d'iris. Bellamy numéro 43. Le même parfum que Madame Arkwright appréciait autrefois, mais aussi celui que portait Mademoiselle Violette Lambert à chaque représentation publique. Et maintenant Miss Marple comprenait. Il y avait 2 femmes dont les noms avaient été inscrits dans la structure de cette maison, et une seule survivrait à la vérité. Elle retourna à High Sycamore peu avant minuit, sous un ciel déchiré par le vent. Au pied du vieux cèdre, près de l'abri de jardin, elle trouva un coin déchiré du gant, accroché à une branche. En dessous, enfoui dans un lit de lierre humide, se trouvait une note enveloppée dans une toile cirée. Elle l'ouvrit à la lumière de sa lanterne. Elle sait. Arrêtez-la, avant que la vérité ne gâche tout. L'écriture était celle de Tobias Arkwright, et maintenant, la question n'était plus de savoir qui avait tué le colonel. Il s'agissait de savoir s'il était déjà mort. Chapitre 11. La pluie qui ne tombait que sur une tombe. La pluie matinale n'avait rien d'inhabituel. Ce qui était inhabituel, ce qui fit s'arrêter Miss Marple en train de remuer son porridge, était qu'elle ne tombait que sur une partie du cimetière du village. Le reste du ciel était sec, un manteau gris et terne, mais depuis la fenêtre de son salon, Miss Marple pouvait voir le scintillement des gouttes d'eau qui dessinaient un cercle parfait sur une tombe solitaire, celle du colonel Lucius Arkwright. Le sol alentour s'assombrissait de minute en minute, tandis que les pierres adjacentes restaient sèches comme des os. Le vieil if voisin était immobile, et l'air était immobile. Pourtant, le faible sifflement de la pluie était indéniable, régulier, constant, comme si le ciel ne pleurait que là. Elle posa sa cuillère. Dans le silence qui suivit, le tic-tac de l'horloge de son entrée résonna d'un rythme étrange et irrégulier, et elle entendit à nouveau dans sa tête le murmure derrière la porte de l'arrière-cuisine des semaines plus tôt. Elle ne le sait pas encore, mais elle approche. L'heure de la patience était révolue. L'orage arrivait, non pas des nuages, mais de l'intérieur du manoir de High Sycamore. La fosse exhumée avait été rebouchée sur ordre officiel. Aucun corps n'avait été retrouvé dans le cercueil du colonel, seulement un manteau, un gant et un ensemble de pierres lestées. Et pourtant, quelqu'un avait tout fait pour simuler sa mort. Puis le silence, puis des murmures. Et maintenant, cette pluie qui tombait là où elle ne devait pas tomber. À midi, Miss Marple était arrivée au cimetière. Il n'y avait personne d'autre. Le portail en fer grinça derrière elle lorsqu'elle entra, ses chaussures crissant sur le gravier humide. L'herbe était sèche sous ses pieds jusqu'à ce qu'elle atteigne le périmètre de la parcelle Arkwright. Puis, sans prévenir, ses chaussures s'enfoncèrent dans la terre saturée. La tombe était gorgée d'eau, non pas à cause des eaux pluviales, mais à cause d'un déversement délibéré. Miss Marple s'agenouilla et toucha le sol. L'odeur était forte, pas seulement celle de la pluie, une trace d'autre chose, douce, métallique, presque florale. Elle renifla ses doigts. Du parfum. Fougères ambrées et iris. Bellamy numéro 43. Le même parfum que portait autrefois Violette Lambert. Le même parfum que l'on retrouve sur le gant qui a disparu de son bureau. Miss Marple se leva lentement. Quelqu'un était venu ici pendant la nuit. Quelqu'un était retourné à la tombe et avait répandu du parfum sur la terre. Non pas pour pleurer, pour Markhill. Elle se retourna et, de l'autre côté de la haie, à moitié cachée par les rosiers du presbytère, elle aperçut une silhouette qui l'observait. Grand, masculin. Le visage indistinct dans la brume, mais le pelage, oui, indubitablement celui de Tobias. Puis il disparut, disparaissant derrière la haie comme un renard se faufilant dans les broussailles. Miss Marple ne le suivit pas. Elle savait déjà où il irait. Le bureau du colonel à High Sycamore. L'endroit que Tobias évitait en public, mais où il retournait en secret. Elle arriva au manoir 1 heure plus tard, sous prétexte de livrer des compositions florales à l'église.
Madame Chudley était introuvable. La maison était silencieuse, trop silencieuse, à l'exception du faible son du pianola à l'étage, qui jouait sans que personne ne touche au « touche ». En passant devant l'horloge du hall, elle marqua une pause. Les mains avaient bougé. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, ils ne se sont plus levés à 16h05. Ils lisent 5h21. L'heure exacte à laquelle le cercueil du colonel a été découvert vide. Le pouls de Miss Marple s'accéléra. Quelqu'un avait remonté l'horloge. Elle entra dans le salon juste au moment où Lydia surgissait du couloir, essoufflée, serrant quelque chose dans sa main. Son visage était pâle. « Je l'ai trouvé », murmura-t-elle. Derrière le rideau de velours de la salle de musique. Il était cousu dans la doublure. Elle ouvrit sa paume. Une chaîne en or avec un médaillon. À l'intérieur du médaillon, une photo du colonel. Et sur le côté opposé, Violette. Plus vieux, certes, mais indéniablement. « Il n'a jamais cessé de l'aimer, » dit Lydia. « Il essayait de la ramener, de réparer les torts. » Miss Marple hocha la tête. « Et personne ne pourrait permettre ça. » Ils se retournèrent tandis que des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Tobias apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur le médaillon que Lydia tenait à la main. Pour la première fois, son masque se brisa. Pas de colère. Quelque chose de plus profond. De la honte. « Tu l'as trouvé, dit-il. « Tu l'as enterré, demanda doucement Lydia. Tobias baissa les yeux. « Non, je l'ai aidé à partir. Nous avons mis en scène la tombe. Il voulait disparaître avant d'être ruiné. Il savait que Violette était revenue. Il comptait l'annoncer, déclarer le mariage invalide, tout lui donner et à toi aussi. » Miss Marple s'avança. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tobias la regarda. « Je l'ai dit à Alice. Je pensais qu'elle pourrait m'aider. Elle avait été loyale à Violette autrefois. Mais ça l'a brisée. Elle disait que Lucius détruirait tout ce qu'elle avait construit, qu'elle passerait pour une idiote. Elle ne le protégeait pas, Miss Marple. Elle se protégeait elle-même, de son passé. « Elle l'a tué ?»« Je ne sais pas, » dit Tobias. « Je ne l'ai plus jamais revue après cette nuit-là. Mais j'ai retrouvé le manteau 2 jours plus tard, plié dans le hangar à bois, pas de sang, juste sa chevalière dans la poche. » Miss Marple s'approcha de la cheminée et retira une petite pochette en velours qu'elle y avait placée plus tôt. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un seul bouton de manchette en or. La paire correspondait à un bouton trouvé il y a quelques semaines dans le creux près de l'if. « Son corps n'a jamais été dans le cercueil, » dit Miss Marple, « mais il a été enterré. Brièvement, quelque part à proximité, puis déplacé, et le parfum sur la tombe. Quelqu'un essayait de masquer l'odeur, pour cacher que le sol avait été à nouveau ouvert. » Elle regarda Tobias. « Tu as dit qu'Alice ne le ferait pas, mais tu as déjà menti. » Un long silence s'ensuivit, puis une voix, douce, venant du couloir. « Elle ne l'a pas tué. » Madame Arkwright se tenait là, les mains jointes, le regard froid. « Je l'ai fait. » La pièce s'est figée. « Il allait me déshonorer, » dit-elle, « dissoudre notre mariage, donner la maison à cette fille, me laisser sans rien, après tout ce que j'ai enduré. » « Tu n'étais pas légalement marié, » dit Lydia. « J'étais promis. Et j'ai gardé ses secrets, j'ai étouffé ses scandales. Je l'ai laissé vivre confortablement pendant que je marchais sur des œufs, et il allait me jeter comme un déchet. » Miss Marple la fixa du regard. « Alors vous l'avez retrouvé après que Tobias l'ait aidé à s'échapper. »« Je l'ai suivi, » dit-elle. « Il était dans la maison du gardien, près du verger. J'ai frappé, je lui ai dit que je venais lui dire au revoir. Il m'a cru, il m'a laissé entrer. »« Et le gant ?» demanda Miss Marple. Le visage de Madame Arkwright se déforma. « Je portais ses gants, son parfum. Je voulais être elle. Je voulais qu'il voie ce qu'il avait gâché. »« Vous avez versé du parfum sur sa tombe, » dit Miss Marple. « Un mémorial tordu. » Elle ne l'a pas nié. « Je l'ai enterré comme il se doit, » murmura-t-elle. « Je lui ai donné la tombe qu'il avait prévue. Personne ne le retrouvera plus. » Miss Marple s'avança et posa doucement une main sur l'épaule de Lydia. « La police voudra une déclaration. » Madame Arkwright hocha la tête une fois, presque paisiblement. Alors que la porte d'entrée se fermait derrière eux, les premières gouttes de vraie pluie commencèrent à tomber sur le village. Mais dans le cimetière,
sur l'ancienne parcelle du colonel, la terre restait sèche. La pluie n'était tombée auparavant que sur un tombe. Le mauvais. Chapitre 12. Le nom gravé sous le couvercle du cercueil. L'air de St. Mary Mead était étrangement calme ce matin-là, comme si le village retenait son souffle. Les nuages d'orage s'étaient dissipés pendant la nuit, mais sans coup de tonnerre. Non, tout s'était terminé dans un silence si absolu qu'il rendait chaque tic-tac d'horloge plus bruyant, chaque grincement de plancher plus menaçant. Miss Marple se réveilla avec une étrange certitude, celle qui n'apparaît qu'une fois toutes les pièces du puzzle mises en place, mais qui laisse néanmoins une ombre derrière elle. La vérité avait éclaté, laide et humaine. Madame Arkwright avait avoué avoir tué le colonel, l'avoir enterré dans une tombe secrète et avoir masqué sa culpabilité sous le parfum d'une autre femme. Et pourtant, quelque chose persistait, quelque chose de trop soigneusement noué, comme un ruban noué par des mains tremblantes. L'affaire du gant, la photo, disparue, la mise en scène de la mort et le cercueil faussement exhumé avaient tout mis en évidence une supercherie sur plusieurs supercheries. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que lorsque le rideau tombe et que le méchant est arrêté, il reste souvent une main de plus dans les coulisses. Quelqu'un qui savait, qui a aidé ou qui a gardé le silence bien trop longtemps. Ce malaise ne l'avait pas quitté depuis le moment où elle s'était souvenue d'un détail étrange que le sergent Biddle avait noté des semaines auparavant lors de la première exhumation. Un étrange grincement à l'ouverture du couvercle du cercueil. Pas les charnières. Autre chose. Quelque chose en dessous. Et maintenant, à la demande de Miss Marple, la tombe fut ouverte une dernière fois. La terre à l'orée du verger était meuble, remuée quoique pas fraîche. La tombe était plus profonde qu'elle n'aurait dû l'être. Et lorsque le cercueil fut soulevé, les dégâts étaient évidents. Une charnière était tordue. Le bois se déformait. Une trace de rouille subsistait là où l'humidité s'était infiltrée. Et lorsqu'ils ouvrirent le couvercle, le soulevant lentement sous l'œil attentif du docteur Harrison et la présence silencieuse du vicaire, Miss Marple s'avança. Plus de corps, plus maintenant. Mais quelque chose d'autre demeurait. 4 lettres étaient gravées sous le couvercle du cercueil, faiblement mais délibérément, sculptées avec ce qui devait être un anneau ou la pointe d'un couteau. A-L-V-L, Miss. Marple les regarda sans parler. Derrière elle, Lydia se tenait les bras croisés. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Miss Marple était douce, mais claire. C'est une vieille habitude française. Des initiales, prénom, nom, et parfois un titre ou un lieu. Alice Lefebvre, Violette Lambert. C'est une confession, ou une signature. Lydia parut stupéfaite. Mais elle n'était pas dans le cercueil. Non, répondit Miss Marple, mais elle a contribué à sa construction. Un silence s'installa. Le sergent Biddle, clignant des yeux, jeta un coup d'œil vers le manoir. « Vous voulez dire Madame Shirley ?»« Oui, dit Miss Marple, et je crois qu'elle a gravé son nom sous le couvercle avant que le corps ne soit déplacé. Car dans son esprit, ce n'était pas un meurtre. C'était un retour, un enterrement de la vérité. Elle a prétendu qu'elle ne savait pas où se trouvait le corps, marmonna Biddle. Elle a menti, par loyauté, par culpabilité, ou les deux. Elle a aimé le colonel autrefois. En tant que cousine de Violette, elle le tenait responsable de sa ruine. Mais elle avait aussi besoin de lui. Elle l'a servi pendant 20 ans en silence. Lorsqu'il a choisi de disparaître, elle a dû croire que c'était son heure de récupérer quelque chose. Mais lorsqu'il a changé d'avis, lorsqu'il a décidé de revenir et de les dénoncer tous, elle n'a pas pu le supporter. La voix de Lydia n'était qu'un murmure. « Alors elle l'a tué aussi ?»« Non, répondit Miss Marple. Elle a seulement aidé à dissimuler le corps. Madame Arkwright l'a tué. Mais Alice l'a déplacé. » Le vicaire s'avança. « Et qu'est-ce qu'on en fait ?» Miss Marple ne répondit pas. Pas directement. Elle leva les yeux vers les arbres, les feuilles qui bougeaient, la façon dont le vent les agitait maintenant comme un soupir dans une confession. Il faut enterrer le passé comme il se doit. Sans mensonge. Ce soir-là, Miss Marple retourna au manoir une dernière fois. Lydia l'attendait près de la cheminée, le visage rouge de questions, mais plus calme désormais. « Je suppose que c'est fini, dit-elle. »« Pas tout à fait,
répondit Miss Marple. « Il reste un nom non prononcé. » Lydia fronça les sourcils. « À qui ?» Miss Marple sortit de son sac un bout de papier. « Le premier testament du colonel. Celui que tout le monde croyait détruit. Il était caché au fond de son meuble à musique, enveloppé dans du vélin. » Les yeux de Lydia s'écarquillèrent. « Il laissait tout à Violette, » dit Miss Marple. Mais plus encore, il la désignait comme maîtresse légitime de la maison. Et il n'a jamais été révoqué. Mais elle a disparu. Non, elle est devenue Alice. Lydia s'assit durement. Pendant tout ce temps, la gouvernante était Violette? Non, répondit Miss Marple. La gouvernante était sa cousine, Alice Lefèvre. C'est Violette qui est morte dans l'incendie. Alice prit son nom d'après elle. Elle devint elle, porta ses gants, joua son rôle. Mais pourquoi? Hériter, disparaître, vivre tranquillement, sans honte. Mais la honte finit toujours par revenir. Lydia ne dit rien. Elle resta assise là, tandis que le feu claquait derrière elle. Miss Marple se leva, prête à partir. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge du grand-père dans le hall. Les aiguilles bougeaient toujours, stables, vivantes. En ouvrant la porte, un souffle de vent parcourut le couloir. Et juste avant de pénétrer dans la nuit, Miss Marple murmura « Le cercueil était finalement vide, mais pas creux. La vérité y était gravée, attendant que quelqu'un la lise. » Et elle ferma la porte derrière elle, laissant enfin le manoir à son silence calme et légitime.